Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous co-animer cet épisode avec Taha Mansour. Comment ça va Taha? Ça va très, très bien et toi? Ça va super. Je suis particulièrement content parce qu'aujourd'hui, on tourne pas n'importe quel épisode. Non. Et du coup, j'aimerais te dire joyeux centième anniversaire. Joyeux centième anniversaire! Ah ouais, quand même. 100e anniversaire de l'Art du mentaliste, ça fait trop plaisir. Je ne savais pas que ça allait aller jusqu'à là. Donc on est, ultra contents. Merci à toutes et à tous de nous suivre, régulièrement. Merci de nous envoyer des messages, ça nous touche énormément quand on reçoit, des messages de soutien, des messages d'encouragement, ça nous fait plaisir. C'est trop cool, je suis trop content. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir, et oui, on lit à chaque fois vos messages avec attention. On se les partage, quand, l'un ou l'autre en reçoit. Ça fait vraiment, très plaisir et donc on a décidé, comme on vous l'a teasé depuis quelques épisodes déjà, on a décidé que dans cet épisode, on allait, faire un épisode un peu spécial. Un épisode où on allait, être beaucoup plus, encore plus que d'habitude en interaction avec vous, de façon vraiment directe puisqu'on va répondre à des questions que vous nous avez posées. Absolument, on a reçu beaucoup de vos questions. Donc déjà, on s'excuse d'avance si on ne répond pas directement à votre question parce qu'on en a vraiment reçu beaucoup. Et donc on a choisi celles, qui nous semblaient, intéressantes à partager à tout le monde. On les a variées, vous allez voir et on va parler de messages subliminal, on va parler d'intuition, on va parler de est-ce que parfois on ne suit pas, nos propres conseils? Bref, vous allez apprendre à mieux nous connaître et à creuser un peu plus en détail des choses, qui vous intéressent directement au quotidien. Donc, merci pour ça et restez jusqu'à la fin car, il y a également une annonce, qui je pense, va vous plaire. Super. Mais avant, de commencer sur les questions, comme on est au centième, je voulais, parler au début, parce que peut-être que vous ne le savez pas, de l'origine de ce podcast. Alexis, toi tu le sais, cette origine-là. Je suis là depuis quelque temps maintenant quand même. Et quand même, quand 100 épisodes quoi, 100 Ouais. épisodes. Pour les Mais en personnes fait, qui la nous ont rejoints ouais, exactement, la vérité, c'est que c'est pas vraiment le centième épisode, en fait. Tu es à non, beaucoup plus que ça, toi. Moi, je suis à mon centième épisode, mais toi, tu es à beaucoup plus exacto. que ça. Moi je suis à mon 170e. Et là, les gens 170e te disent: épisode. «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Pourquoi il y a des» alors maintenant, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui nous suivent depuis notre, la vie antérieure de l'art du mentaliste, qui s'est réincarné dans cette nouvelle version et les gens qui ont découvert que la nouvelle version. Il s'avère que l'art du mentaliste a été créé en, 2022 pour la première fois. Et donc je vais vous raconter un peu une anecdote de pourquoi ça s'est passé et pourquoi j'avais envie de le raconter. J'étais en coproduction à ce moment-là avec un coproducteur. Les personnes qui savent, savent. Du coup, ça faisait longtemps que, moi je cherchais à partager, le mentalisme pour, d'un point de vue plus quotidien. Je faisais des spectacles, je commençais à me lancer de plus en plus dans les formations donc c'était ma troisième année où je commençais à donner des formations, j'étais toujours en études, enfin bref, il y avait quelque chose qui se lançait et je voulais de plus en plus partager aux gens et c'était quelque chose qui est très important. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que mes 2 valeurs centrales, c'est l'émerveillement et l'espoir et redonner de l'espoir aux gens, c'est quelque chose qui est très central et donc j'arrivais pas à trouver le format, l'idée de comment lancer ça. Mon coproducteur de l'époque m'avait, en échangeant avec lui, on avait partagé plusieurs formats et à un moment donné, il m'avait dit, «Tiens, tu pas envie de faire un format, public, genre, je sais pas, chaîne YouTube ou podcast ou machin?» Il m'avait donné une liste de plein de trucs et en fait, parmi la liste, il y avait le mot podcast qui était sorti du lot et j'avais fait: «Ah, en fait, j'y ai pas pensé» et quand j'ai regardé, j'ai réalisé que tous les podcasts qui existaient autour de ça déjà quand on tape mentalisme, il y en a très peu. Il y en a, en fait, il y en a, qu'1 seul, celui de Fabien Olicard, qui est super Mmh, d'ailleurs, exactement. mais qui est beaucoup plus axé sur la direction de là où sa chaîne va. C'est-à-dire, partage d'anecdotes, de choses qui marchent, très bien, de fun facts sur le cerveau, d'histoires, si vous avez vu un peu son tournant de sa chaîne, c'est aussi, pas mal de vulgarisation, d'histoires, de quelqu'un qui a arnaqué quelqu'un et du coup, il parle de comment, il utilise un peu le mentalisme et cetera. Mais il me manquait moi le côté, quotidien. C'est-à-dire, il y avait soit ça, quand on tape genre mentalisme, hypnose et cetera, ou alors à l'inverse des podcasts vraiment axés pour les magiciens. Donc là, c'est vraiment genre des podcasts de magiciens au service de magiciens.
Sinon, en parallèle de ça, c'est des podcasts très psychologie cognitive, mais où là, on parle plutôt, de mécanismes du cerveau, de recherche, de neurosciences et cetera. Il y en a beaucoup qui sont très bien aussi. Mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en avait aucun qui appliquait le mentalisme au quotidien. Donc c'est là où j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Bah, en fait, il faudrait qu'on ait ça» et donc on a commencé à faire un ping-pong d'idées avec lui pour essayer de voir un peu la, structure un peu globale et la structure sur laquelle je m'étais terminé était, celle-là. Commencer avec quelque chose de thématisé, rentrer dans de la recherche, parler un peu du contexte et terminer avec un tips concret, précis, qui pourrait être immédiatement applicable pour ancrer ce fil rouge. Et donc, avant Alexis, le podcast était co-animé par mon coproducteur, où on lançait ça pendant un certain temps. Et donc ça commençait à bien marcher, on commençait à avoir, une bonne communauté qui commençait à écouter et cetera et les gens nous donnaient, d'excellents retours, donc j'étais très content. Il y avait déjà cette dynamique avec les invités d'ailleurs et plusieurs, beaux épisodes, dans cette, 1re série. Oui, absolument. On avait invité, bah, d'ailleurs, beaucoup de personnes, qui sont devenues d'ailleurs de très bons amis aujourd'hui, je les ai rencontrés grâce aussi à cette première lignée, et Kevin Finel, je pense notamment, c'est devenu un bon ami parce qu'on s'est rencontrés aussi au podcast, mais c'était le podcast qui nous a unis. Là, dans la nouvelle série, Biljana Todorova, la neuroscientifique que vous avez entendue du coup, je l'ai rencontrée au podcast. Il s'avérait qu'elle m'avait rencontré à mon spectacle avant et ça, c'est une dinguerie, mais mais du coup, ça a créé un lien plus fort entre nous, mais en fait, effectivement, il y a une dynamique qui était très chouette et que je voulais garder, mais gros drame, scandale, waouh, exceptionnel, incroyable. Début 2024, i ça se passe très, très mal avec mon coproducteur. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous savez, vous savez, mais dans tout ce qui se passe, mon coproducteur m'oblige, à retirer et effacer tous les podcasts parce qu'il retire son droit, au son. Ce qui est un move pas fou, mais légal. Donc du coup, bah, j'étais obligé de les retirer. Même si, en gros, il y avait d'autres soucis, il y avait d'autres éléments qui étaient en jeu et cetera, mais pour éviter de me prendre la tête, du coup, malheureusement, j'ai dû Mmh. les effacer. Donc C'est la raison pour laquelle, ils ont été, brutalement, supprimés, un petit peu du jour au lendemain, d'ailleurs. absolument. J'avais pas d'autre choix, je me suis excusé à tous les invités. On a perdu quelques invités, forts, mais vous inquiétez pas, j'essaye au maximum de les faire revenir, surtout quand ils repassent sur Paris ou quand moi je vais les visiter. Je pense notamment à Luc Langevin, j'aimerais bien le remettre, au podcast, mais du coup, tout a disparu, à cause de cette histoire-là. Donc moi, j'ai été un peu dévasté, mais je ne voulais pas que ça s'arrête là. L'art du mentaliste m'appartenait, c'était quelque chose, c'était ma marque. En gros, c'était moi qui produisais, c'est moi qui mettais en place tout, et du coup, en fait, c'était important pour moi, de pouvoir la continuer, surtout parce que ça me reconnectait à quelque chose d'hyper quotidien. Mais donc 2 questions se posaient. À ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de: «Est-ce que je la fais seule?» Parce que vraiment je me suis pris un sale coup derrière. Si je la fais avec un co-animateur, bah, qui? J'ai besoin quand même de quelqu'un qui peut être dans une dynamique intéressante, qui va être passionné par ces sujets-là et tout en ayant certaines connaissances, mais en même temps, tout en gardant ce rôle-là, on va dire de candide qui est intéressant pour, l'auditeur. Parce qu'en gros, pour les personnes, là qui nous écoutez, sachez que derrière le podcast et du coup j'en profite pendant le 100e épisode, il y a une structure derrière chaque épisode pour que justement ça Parfois soit on dirait intéressant. pas, mais Mais en fait, tout est structuré, ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui donne la fluidité, en fait. C'est que alors oui. il y en a, j'avoue que bon, ils sont écrits à 4 heures du matin, fatigués, parce que j'en ai besoin d'en écrire un et qu'ils sont moins structurés que les autres et je m'excuse d'avance, mais bon. Mais la grosse majorité suivent une structure et cette structure, c'est ce qui fait, l'identité du podcast. Donc il y a la musique composée par mon incroyable ami, Antoine Piolet, qui arrive au début et à la fin. On a le même début, du coup, la même phrase de, Alexis Dieu qui se présente, qui me dit: «Comment ça va Tava? Ça va très bien et toi?» et on enchaîne. Puis pour moi, dans la structure, il y a le contexte, une promesse de quelque chose que vous allez entendre dans le podcast pour que ça soit ultra concret. Donc quand je parle contexte, je parle de vie au quotidien, genre, je sais pas si vous avez remarqué, est-ce que vous, avec votre compagnon, vous faites ci? Et cetera et cetera. On amène un peu de recherche, je parle un peu de pratique et on termine avec le tips. Et du coup, cette structure-là, c'est toujours la même sur tous les épisodes. Elle ne bouge pas. Mais au-delà de ça, il y a, également une réflexion, sur alors je ne savais plus où j'allais avec cette idée-là. Heu, Qu'est-ce que je au-delà de disais la justement?
Au-delà de la structure, tu lui as expliqué comment, donc il y a eu un peu ce drame qui a fait que les épisodes ont été supprimés et que, du Oui, coup, oui, oui, tu l'écriture des savais pas si tu personnages. allais le faire tout seul. Exactement et en fait, même entre nous 2, par exemple, entre moi et Alexis, ben, en fait, il y a une écriture. C'est-à-dire que quand on y pense, moi, mon rôle, c'est le côté, recherche de l'information, ancrage des trucs et cetera et Alexis joue le rôle plutôt, de la personne qui est plutôt candide ou nouvelle ou novice, ce qui permet d'avoir un ancrage empathique, Oui, pour en fait, vous. je joue le rôle de l'auditeur un petit peu, je pose Exactement. les questions qu'une personne qui n'aurait pas de connaissances sur le sujet, qui n'aurait pas fait les recherches que toi tu as faites, se poserait et donc ça permet, d'avoir une confrontation à une personne qui connaît pas et donc du coup d'avoir des questions qui vont être intéressantes pour la personne qui nous écoute. Absolument et vous avez peut-être remarqué ça, c'est que quand on, quand on parle entre nous, peut-être qu'à un moment donné, Alexis pose une question et vous dites: «Bah, tiens, c'est la même question auquel je me posais». Bah, c'est réfléchi et donc il y a ça, il y a le côté en même temps, du coup, moi, je peux être focus sur comment clarifier le message et comment aller au bout de l'idée et Alexis peut, se concentrer sur comment, faire le lien direct. Quand on est avec un invité, on a pareil des rôles, différents. L'invité, il est complètement libre. Moi, je me demande à chaque fois, quel est comment est-ce que je le pousse plus loin? S'il est trop spécifique, j'essaie de le faire généraliser. S'il est trop général, j'essaie de le pousser à de la spécificité et Alexis essaie de faire des parallèles. On essaie de se dire: «Tiens, comment est-ce qu'on le fait faire parallèle? Est-ce qu'il y a pas un moment donné où on fait un gag?» et cetera et donc on a chacun notre rôle, ce qui fait que ça crée quelque chose d'ultra fluide, Ouais. d'ultra efficace et en même temps, complexe en termes d'épisodes. Donc voilà le backstage derrière tout ça. Bref, du coup, toutes ces questions se posaient dans ma tête. Je savais que je voulais pas le relancer seul. Je me suis dit, «Ça m'intéresse pas de partager ce truc-là solo». J'avais déjà essayé dans le covid, de lancer ma chaîne YouTube et j'avais fait, quelques vidéos qui existent toujours d'ailleurs si vous voulez aller voir. Jugez pas l'apparence. Mais en fait, je réalisais que parler devant une caméra seul et faire ça, en fait, j'aimais pas quoi, ça m'intéressait pas. Et après j'ai rencontré Alexis et en fait, on est devenus, super amis et j'ai réalisé que, en fait, non seulement on était ultra passionnés, mais que nos échanges marchaient super bien, que je pouvais parler de lui de plein de choses. Lui, il adorait le mentalisme, il avait touché un peu du doigt de la magie. Moi, je commençais à me former, enfin, j'avais déjà une formation en hypnose, mais je continuais ma formation en hypnose, à l'Arche, là où Alexis était et donc en fait, on avait aussi ce truc-là de nos 2 mondes se confrontaient et à un moment donné, du coup, je lui ai proposé et du coup, je suis allé te voir et je t'ai dit: «Tiens, j'ai un podcast, est-ce que ça t'intéresserait d'être co-animateur?» et je suis curieux d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment toi tu vis, l'aventure, jusqu'à ce 100e épisode-là? Alors déjà, moi, je pense que Ta m'a manipulé pour que j'accepte. Il m'a proposé une pizza et donc forcément, avec une pizza, en face de moi, ça a forcément, aidé, aidé à ce que j'accepte. Avoue que tu kiffes être manipulé avec une pizza. Ah bah oui, évidemment. Ah voilà! C'était, je suis rentré volontairement dans la manipulation. Hem, non, en fait, oui, c'est vrai, on s'est rencontrés donc avec, Ta, à 2 reprises. Une, première fois où on s'est juste, vus très rapidement, quand je lui ai, présenté une expérience de Dream Machine, pour les personnes qui connaissent, cet objet, technologique. Donc on avait un petit peu discuté, on avait déjà bien accroché et puis à ce moment-là, d'ailleurs, il était avec son coproducteur, et ensuite, il m'a conseillé d'aller voir son spectacle. Ce que j'ai fait, avec grand plaisir et franchement j'avais été bluffé. Je me suis dit: «Waouh, c'est vraiment, bah, c'est vraiment, vraiment génial» En et plus, tu étais encore passé sur l'émission de France Info qui avait été oui, faite ah oui, c'est vrai, sur c'est le vrai, ouais, spectacle, donc ça m'avait ouais. beaucoup touché. Hem Et en plus, à cette époque-là, j'avais pas encore été voir, tous les spectacles de magie et de mentalisme que je suis allé voir plus tard. Donc je me rendais même pas encore compte d'à quel point c'était bien. Parce que du coup, j'ai eu plein d'éléments de comparaison et je me suis dit: «Ah oui, Ta, il est vraiment, vraiment très fort, quoi. Il est pas juste bon, quoi». Donc heu, donc voilà, on avait bien accroché. Puis ensuite, effectivement, plus tard, on a pu, échanger beaucoup plus, quand, tu es venu, continuer ta formation en hypnose, à l'Arche, notamment quand j'y étais formateur Mmh mh. et donc voilà, on avait pu beaucoup discuter à ce moment-là. On a pu continuer de se rapprocher et de se rencontrer
Et donc, quand tu m'as proposé, de co-animer, l'Art du mentaliste avec toi, heu, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Pourtant, en plus, tu m'avais dit: «Voilà, prends vraiment ton temps, tu peux réfléchir autant que tu veux» et cetera. Mais moi, je savais déjà que je voulais le faire parce que, j'ai une conviction forte sur, le fait que, tu vois, les opportunités comme ça, elles se présentent parfois rarement et ça j'aime bien, disons que je pense que la mé les pour augmenter nos chances de faire un grand feu, un grand feu dans le sens quelque chose d'ardent et ben, il faut saisir les petites étincelles, qui nous sont proposées et donc voilà, j'ai tout de suite vu comme ça. Je me suis dit: «C'est une personne avec laquelle je m'entends super bien, qui est brillante». C'est sur une thématique qui à la fois, est intrigante et à la fois rejoint, plein de choses que je fais déjà en rapport avec la psychologie, avec l'hypnose, et donc en rapport avec le mentalisme. Et puis, le why dont on va reparler dans un instant, aussi, me parlait bien. Heu, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, le why, pourquoi Absolument. on fait ce truc-là? Donc tu as parlé, quand même de, envie de faire, quelque chose qui va résonner dans la vie quotidienne des gens. Ouais, pour moi, c'était le plus important. C'était créer quelque chose qui soit, immédiatement utilisable. D'ailleurs, je partage un mail qu'on a reçu du coup pendant les questions, où non seulement on a reçu les questions, mais, je ne vais pas dire son nom parce que je lui ai pas demandé s'il voulait que je partage, mais, la personne se reconnaîtra. On a reçu un très long mail, de la part, d'un abonné qui nous disait que déjà il avait juste tapé mentalisme hypnose, sur le podcast, il avait remarqué que c'était le seul et qu'il s'attendait pas à être hyper à fond, jusqu'au 99e et il a dit que tous les épisodes l'ont aidé à améliorer, son quotidien, à plein, plein, plein de niveaux et donc, c'est énormément touchant et pour moi ça rejoint un why qui est effectivement, hem, une prise en main simple, sans simplification du processus. Et ce que je remarque beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que, il tu ce que je vois beaucoup, quand je caricature un peu, mais le conflit entre genre développement personnel et et science, tu as un peu les chercheurs en sciences qui crachent sur le développement personnel en disant: «C'est ultra simplifié». J'exagère, hein, mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu le La cas, ouais. dernière fois, je lisais des articles dans Cerveau et Psycho, un magazine que j'adore, mais où vraiment cette édition-là, chaque article, l'auteur, qui est du coup soit un psychologue, soit un clinicien, soit je sais pas quoi, terminait en disant, «Bon, ce livre, c'est de la merde parce qu'il est pas exact sur le modèle. Ce livre, c'est de la merde» et tu fais: «Bah, en fait, quel intérêt?» Donc il y a un peu ce truc-là de c'est faux. De l'autre côté, le développement personnel crache sur la science en disant que c'est trop élitiste et pas utile et pas utilisable, pardon. Oui, 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 oui. Tu vois? De oui, en fait, en réalité, le travail, tu vois? Je prends un exemple, c'est, un bouquin que j'aime beaucoup, dont on avait cité à un moment donné, dans le podcast, c'est Atomic Habits de James Clear. Donc tous les travaux de James Clear qui est un journaliste qui s'est intéressé à, suivre et accompagner beaucoup de différents, sportifs, s'intéresser aux méthodes de coach et cetera pour voir qu'est-ce qui fait qu'on arrive à modifier nos habitudes et il y a des choses ultra ancrées, il y a beaucoup de parallèles avec, la recherche en TCC par exemple et beaucoup de parallèles avec, ce qui se fait en sciences. Mais effectivement, le modèle est très complexe déjà ce qu'il présente, effectivement plus simple que la réalité et l'article que je lisais dans le magazine, le psychologue disait: «Oui bon, bah, il dit ça, mais en réalité dans la vraie vie c'est plus complexe de changer un comportement, donc ne vous fiez pas trop au bouquin». Mais ne présentez pas autre chose et Mmh. donc il y avait un peu un truc de: «Ne suivez pas ce modèle, si vous voulez changer de comportement, c'est plus complexe que ça». Et comment on fait? Je sais pas, démerdez-vous. En gros, il y a un peu ça et je trouvais que ce truc-là, cette espèce de ping-pong est très, 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 marqué. Ce qui fait qu'il y a les 2 dérives. D'un côté, il y a les dérives de: «Il faut être ultra, ultra, ultra précis». Bah, du coup, c'est pas Et du utilisable, coup, quoi. c'est pas oui, c'est puis c'est même un petit peu paralysant, s'il fallait se mettre dans un protocole expérimental, avec double aveugle, et ensuite être revu, par les pairs, pour pouvoir, tester des choses, pour essayer d'être une meilleure personne ou de faire mieux, c'est un petit peu dommage et C'est ça à la fois et quand on a des vendeurs de rêves, voilà, de l'autre côté, qui nous disent, exactement, des «Et qui si vous ultra reprogrammiez votre simplifient tout. cerveau?» voilà. Ouais. C'est ça, qui ultra simplifie, je pense notamment à ah comment il s'appelle? La grosse figure, sur Tony la Robbins? PNL, Tony Robbins. Ou Tony Robbins, les trucs, qu'il dit publiquement, il utilise beaucoup de stratégies rhétoriques pour encourager les gens. Comme il est souriant et qu'il a un entrain dans sa voix, les gens juste hochent la tête Ouais, et oui. acceptent, mais il y a eu des Sur le très idées, court terme, ouais, ça peut fonctionner.
Ouais, mais il y a des idées ultra graves et très Oui, dangereuses qu'ils bien sûr. partagent, qui sont une ultra simplification et une ultra généralisation surtout Mmh, de tout. mmh. Et où, tu vois, par exemple, j'étais tombé sur une vidéo récente de lui où, il y a un mec, qui dit: «Bah, je sais pas trop, comment séduire et cetera, machin», et donc Tony Robbins regarde sa salle avec je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes et il leur dit: «Ah, mais vous savez, les mecs», et il dit vraiment la généralisation: «Les mecs, quand une femme vous dit: "Non, je ne veux pas, laisse-moi tranquille", vous, vous entendez non. Mais en fait, en réalité, la femme vous dit: «Essaye plus fort, tu pas essayé plus vite». Levez la main les femmes, qui sont d'accord. Et donc, tu toutes les femmes qui rigolent, tu beaucoup de femmes qui lèvent la main et il fait: «Regardez les mecs, regardez autour de vous, vous voyez? Voyez, vous Mmh, voyez, vous voyez ce truc-là? Donc la prochaine fois qu'elle vous dit non, réinsistez, c'est juste que vous essayez pas assez fort». Et tu fais: «Ouh là!» alors, mmh. et comme J'ai il y a vu un j'ai manque. j'ai vu récemment une vidéo de lui où c'était, il donnait exactement cette solution-là, essayer plus fort, mais pour une personne qui était en dépression, heu, donc diagnostiquée et il disait, en gros qu'il fallait qu'il soit plus motivé quoi, un truc comme ça. Et ça, c'est chaud, et pour le coup, ce truc-là de oui, non, en fait, si tu le prends dans un micro contexte et que tu rentres en détail, oui, peut-être que ce conseil-là et peut-être que venir booster la personne à cet endroit-là, mais pour cette personnalité-là, ça pourrait marcher. Mais cette espèce de truc ultra généralisé, ça c'est effectivement du vendeur de rêve, mais c'est ultra dangereux. Et du coup, je voulais pas ça. Je voulais créer un truc où ça ne soit ni du ultra généralisé, ni du pas utile. Et pour moi, le parallèle, c'était prendre la recherche et ou le paralléliser avec ma pratique en tant que mentaliste et ta pratique toi aussi, et à garder en tête le côté quotidien et utilisable, de ce qui est fait, d'un point de vue recherche. Et donc Mmh c'était mh. vraiment faire ce pont-là qui, je voyais, n'était pas très existant, aujourd'hui. C'est ça le vrai why du coup, du podcast. Mmh. Super. Moi, ce que j'aime beaucoup, dans, ce qu'on co-développe, c'est, le fait que ce soit non dogmatique. Le fait qu'on tu vois, on j'ai pas l'impression que les conseils, qu'on donne, ce soit des chapelles, tu vois? Ce soit des, voilà, c'est telle est la voie, tu vois? C'est pas du tout ça, c'est plutôt des Après si propositions, les des gens choses à veulent être en tester. fixed mindset, qu'ils vivent leur life, hein, nous on donne des conseils. Et d'ailleurs, on va avoir une question sur ça parmi, les questions-réponses. Et donc Absolument. on s'était dit, que, donc, voilà, on allait vous parler d'un peu du why, et on s'était dit qu'on allait, aussi annoncer, un peu les thèmes qui vont être, dans cet épisode. Donc, les questions que vous nous avez posées, juste en deux trois mots, heu, de quoi on va vous parler là dans la suite de l'épisode? On va pas dire toutes les questions, mais il va y avoir quelques-unes, notamment on va parler d'intuition, on va parler de growth mindset, on va parler de langage subliminal et on va également parler d'un truc qui relie ça, c'est comment faire le parallèle entre quelque chose d'utilisable et quelque chose de sourcé, mais on rentrera plus en détail maintenant. Merci déjà encore, pour toutes les questions que vous avez posées. Première question, Alexis. Comment parler justement de d'avoir un truc utile, une question dirigée à toi? Est-ce que vous avez déjà transgressé les tips que vous aviez donnés? Si oui, lesquels? Alors Alexis. Alors, c'est marrant que ce soit moi qui réponde à cette question. Non, mais parce que Taha est irréprochable, en fait. Il faut savoir que tout ce qu'il vous dit, il l'applique, extrêmement précisément. Ah non, Non, alors en fait, non, non, je tiens à préciser, c'est que moi je suis dans, le biais du questionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, les tips que je vous donne, c'est des trucs que j'applique déjà. Donc bien évidemment, je choisis les choses sur lesquelles j'applique, que je ne vais pas choisir les tips c'est que je n'applique pas. Mais c'est comme c'est moi qui ai écrit les trucs, ça s'appelle le biais de Julien Lepers. alors moi, justement, j'avais envie de vous répondre par le prisme de ma pratique d'accompagnant. Donc, voilà, encore aujourd'hui, maintenant, ça fait depuis 2018 que j'accompagne, des personnes, vers, différents objectifs, donc, l'hypnose qu'on dit entre guillemets, «thérapeutique». Et en fait, une phrase que je dis beaucoup, avec les clients et les clientes que j'accompagne depuis un petit moment, quand, ces personnes se livrent, parfois sur, la difficulté qu'ils et elles heu, peuvent rencontrer, dans, le fait de réussir à, atteindre leurs objectifs
de façon, durable, de façon constante surtout, pour toute la vie, pour toujours, tout le temps. Et donc, en gros, ma réponse à ça, c'est un peu toujours la même. Une phrase que j'aime bien dire, c'est, «Bienvenue chez les humains». Et donc à la question: «Est-ce que ça vous arrive de transgresser les tips que vous donnez?» La réponse que j'ai envie de vous donner, c'est: «Mais, évidemment, en fait, parce qu'on est des humains». Donc en fait, les tips qu'on vous donne, ce sont, des propositions pour, que vous puissiez, explorer dans votre vie ce qui peut vous permettre, de, vous sentir mieux, de vous sentir être une meilleure personne pour vous, pour vos proches, et pour vous aider à atteindre vos objectifs ou en tout cas vous en approcher, ou même parfois à vous fixer des objectifs qui vont vous sembler, vraiment vous représenter correctement. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de vous dire que, ben, en fait, il va y avoir des circonstances qui vont, naturellement, tendre à vous mettre dans des situations qui font que ça va être beaucoup plus difficile d'appliquer des choses que vous savez qu'il serait bon que vous appliquiez. Donc heu, ça s'appelle être en dehors de sa zone de confort, physiologique. Donc par exemple, si vous êtes dans un moment où vous avez hyper faim, où vous avez hyper soif, où vous avez, froid ou alors où vous avez trop chaud, où vous vous sentez un petit peu en insécurité, vous êtes stressé, par, plein de choses, par exemple dans votre travail, par une dispute avec un ami et cetera. Vous voyez, si on met, tout ça, simultanément, dans votre vie et que, par exemple, je sais pas, vous avez vos enfants qui sont en train de crier et vous, dans votre tête, vous vous dites: «Mais, moi j'ai pas envie de leur crier dessus à mes enfants, parce que je suis en train de travailler sur la régulation, par exemple, de l'irritation, de la colère et cetera», avec, mon thérapeute, par exemple, ou, avec, juste, en auto-accompagnement parce que j'écoute l'art du mentaliste. Eh ben, peut-être que dans cette situation-là, ça va être difficile de tenir votre cap et peut-être que en fait, vous allez vous dire: «Ah mais j'aurais voulu ne pas agir comme ça, je sais qu'il faut pas que j'agisse comme ça, parce que, bah, j'ai écouté des supers épisodes de l'Art du mentaliste ou parce que, ben, j'avais avancé sur ça, grâce aux séances que je fais avec, mon accompagnant ou mon accompagnante». Et ben, il y a quand même des situations où ça va être difficile de tenir le cap et j'ai envie, de vous dire que c'est normal, et que, ben, en fait, ça ne peut pas être autrement et il serait même contre-productif de vouloir que ce soit autrement. Parce qu'en fait, puisque c'est impossible, et ben, ce serait comme, vous cogner à un mur et continuer d'essayer d'avancer dans la même direction en vous disant, «Mais il faudrait que je sois parfait» ou «Il faudrait que je sois parfaite». Donc voilà, j'avais Surtout envie de que vous ce dire, qu'on voit également, c'est que la culpabilisation et exactement, ouais. l'autoculpabilisation, n'aident pas l'amélioration et la prise de risque. Or, si on veut même apprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, développer une nouvelle compétence et cetera, c'est ultra important, d'avoir quelque chose qui soit, beaucoup plus aligné, Mmh. et où on soit plus à l'aise, avec nous-mêmes que, un truc où, on serait, constamment en train de s'auto-fouetter en disant: «J'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi». Je me rappelle plus qui avait dit ça, mais je trouve que c'est une phrase extrêmement belle. Je crois que c'était un entrepreneur qui disait, «On n'est pas défini par, le nombre de fois où on tombe, mais par notre manière de nous relever». Je trouve ça très beau. Mmh. Donc voilà, j'ai pas forcément de tips en tête, un en particulier que, j'ai transgressé, récemment, mais voilà, je vous le dis, il y a plein de très, très bons tips qu'on a donnés, au travers de cette centaine d'épisodes, avec Taha et probablement qu'il y en a plein qu'on a déjà transgressés, et probablement qu'il y en a plein qu'on continuera, de transgresser à certains moments. L'important, c'est, effectivement, bah, de continuer d'essayer de faire mieux, et d'accepter que parfois, ça puisse ne pas être parfait parce que ça ne pourrait pas, être autrement, voilà. Ce que j'avais envie de vous répondre à cette question-là. Mmh. Ça te va, Tara, comme réponse? Très bien, très, très bien. Super. Hem, il y avait une autre question, qu'une personne nous a posée, justement, ça rejoint un petit peu, ce que j'ai dit. Cette question, c'est: est-ce qu'on peut aider quelqu'un à, passer en growth mindset? Qu'est-ce que tu en J'aime penses? beaucoup Donc cette on a un question. épisode sur ça. Ouais, absolument. On avait fait un épisode sur le growth mindset. Donc, pour les personnes qui l'ont pas écouté, le growth mindset, c'est un modèle développé par la psychologue Carol Dweck qui dit qu'en gros, face à une tâche ou dans un contexte donné, il y a deux types de profils de gens qui vont d'ailleurs même être en général dans leur vie, soit en fixed mindset, soit en growth mindset. Fixed mindset étant, je me considère comme un bâtiment terminé, je sens que je peux pas apprendre. Toute erreur de ma part serait définissante en termes de personnalité.
et donc j'évite les erreurs. J'évite au maximum de me confronter à l'erreur. Alors que le growth mindset, je me considère en construction, un chantier en construction. Toute erreur est une source d'apprentissage. Toute erreur est un moyen de m'améliorer. Et du coup, on voit beaucoup d'avantages au growth mindset, notamment sur la manière d'atteindre ses objectifs, le bien-être dans sa vie, la capacité à se remettre en question, la rapide croissance en compétences, etc., etc. Donc déjà, première chose, c'est on peut se demander pourquoi, à quoi ça sert de se mettre en growth mindset et pourquoi on devrait aider quelqu'un à repasser un growth mindset. Bah, en général, ce que la recherche de Carol Dweck et de ses collègues montre, c'est que en gros, si vous êtes en growth mindset, vous êtes preneur de feedback et vous apprenez et vous évoluez dans votre vie beaucoup plus vite. La vitesse d'évolution, peu importe la direction que vous voulez aller, hein. Est-ce que c'est, apprentissage d'une nouvelle compétence? Est-ce que c'est, monter en échelon dans votre boîte? Est-ce que c'est, développer votre entrepreneuriat? Est-ce que c'est faire plus de bien? Est-ce que c'est, améliorer, aménager votre quotidien? Peu importe, hein. Mais les gens en growth mindset s'améliorent beaucoup plus et donc il y a 2 expériences notamment, qui sont assez folles de Carol Dweck. La première étant, ils ont mis des gens dans une IRM, on leur posait des questions sur un écran devant eux et juste on analysait leur, analyse cérébrale. Juste avant, on leur avait fait faire un questionnaire pour savoir s'ils étaient plutôt fixed ou growth mindset, en gros. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du coup du test qu'ils avaient dans l'IRM, donc il faut imaginer qu'ils sont allongés dans l'IRM, ils ont en face d'eux, un truc qui leur pose des questions et à la fin, à toutes les questions où ils avaient eu tort, on leur balance devant eux sur l'écran leur erreur. Donc on leur montre: «Tiens Alexis, tu t'es trompé, la réponse était B et pas, D», voilà et on leur montre Tra les erreurs. Mince! Je suis nul! Oh là là! Et bah, justement, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils ont réalisé, ça c'est assez fou. Ceux en fixed mindset, quand on leur balançait leurs erreurs, le cerveau se mettait en shutdown. Genre ça baissait énormément en éléments, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros en activité cérébrale. Ça a chuté et on avait l'impression que la personne était endormie, quoi. Comme si le fait de mettre la personne face à son erreur, le cerveau fait: «Je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah, arrêtez de m'en parler». Voilà, en gros. Alors que ceux en growth mindset, quand on leur balançait leurs erreurs, leur cerveau s'activait 3 fois plus que quand ils réfléchissaient aux questions. C'est assez fou, hein. Et donc ça montre vraiment que et ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que l'apprentissage passe par les erreurs. Donc si on arrive à mieux être face à nos erreurs, si on arrive à être chill et au contraire vouloir du feedback, d'ailleurs il y a une différence entre des gens qui veulent réellement du feedback ou ceux qui demandent pour faire genre et qu'on leur donne du feedback, ils se ferment. Demander ne veut pas nécessairement dire être en growth mindset, mais c'est vraiment le vouloir, le rechercher et en fait vouloir faire des erreurs. On va dire, ça comme ça. Donc c'est assez avantageux. On remarque notamment pareil que les élèves qu'on arrive à conditionner en growth mindset obtiennent des meilleures notes, les gens arrivent à être plus créatifs et cetera et cetera. 1 chose déjà, donc est-ce qu'on peut aider quelqu'un à repasser en growth mindset? Je pense que oui, mais déjà on peut pas forcer. Hem, Aujourd'hui, il y a, un quasi consensus que le growth mindset ou l'envie de développer un nouveau comportement ou le développement d'un nouvel état d'esprit doit venir de la personne. Je peux pas forcer quelqu'un à vouloir aller mieux. D'ailleurs, je peux même pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'aller mieux dans sa vie. Je peux pas. Vous imaginez quelqu'un, qui tombe, qui crie, qui a mal et vous essayez de le soulever, la personne dit: «Non, me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas, mais j'ai mal, aide-moi, mais me touche pas, j'ai mal». Mais à un moment donné, vous pouvez pas faire grand chose et en Mmh. fait, c'est la même chose dans les comportements et dans l'état d'esprit. Si la personne, la volonté ne vient pas d'elle-même, ça sert à rien de faire grand chose. Mais on peut créer du contexte qui peut augmenter les chances que ça se passe. Moi, je suis un fort croyant en notre propre capacité, en notre responsabilité d'agir, mais je suis également un fort croyant dans le fait que parfois les contextes ne nous permettent pas cette volonté-là. Même avec, la meilleure volonté du monde, parfois les contextes ne le permettent pas. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez aider quelqu'un à ouvrir les yeux? Ben, les 2 choses les plus fortes que moi je trouve et que j'applique régulièrement pour, par exemple, des amis qui, je sens, ont peut-être envie ou ont une légère curiosité de ce growth mindset-là, mais très braqués en fixe, c'est 2 choses. La première, c'est de partager de mon expérience. Sans forcer, sans dire, «Tiens, tu devrais». Dire, bah, la personne me fait: «Ah ouais, moi j'aime pas les erreurs». «Ah c'est marrant, bah, toi t'aimes pas du tout les erreurs parce que OK cool. Moi tu sais la dernière fois, quand,
quand, j'avais fait un spectacle, bah, en fait, c'était catastrophique et j'étais allé demander aux gens, leur feedback. Alors c'était horrible pour moi, vraiment, c'était vraiment pas, ouf comme sensation et je sais qu'on peut avoir l'impression que c'est chouette, mais non, pas du tout. J'ai détesté ce moment-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné plein, plein, plein d'informations, et du coup, ça a permis d'améliorer le spectacle bien mieux. J'en suis persuadé aujourd'hui et du coup, en racontant cette anecdote-là, ce qui se passe, c'est que je valorise l'expérience émotionnelle de l'autre. Donc la personne ne se dit pas: «Ah, lui, il aime bien, prendre du feedback». Non, personne n'aime enfin, je mets au défi de trouver quelqu'un qui te dit: «J'adore la sensation quand quelqu'un vient me voir et me dit, là, maintenant, sur le moment: "Tu es nul"». Personne dit: «J'aime ça». Quand je dis: «J'aime le feedback négatif», c'est parce que j'aime la globalité du truc. Mais toi comme moi, Alexis, même Bien si toi sûr. aussi je sais que tu es en growth mindset sur ce truc-là, la personne le moment où tu es fatigué, la personne vient et te dit: «Tu as fait de la merde là, c'est nul à chier, ça va jamais marcher pour X et Y raison». Tu vas pas dire: «Oh super, trop chouette, j'adore ma vie!» Donc en général, on n'aime pas cette sensation-là. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en partageant mon parcours émotionnel, la personne peut se connecter et ça lui ouvre une porte en lui disant: «Tiens, en fait l'autre n'aime pas, mais peut-être que ça vaut le coup de passer par ce truc inconfortable pour obtenir une récompense derrière». Et ça lui permet d'apprendre par expérience commune qu'il y a une récompense derrière. C'est comme si je te disais, tu marches dans la rue et tu as genre une rue, avec beaucoup de boue, un peu dégueulasse, tu vois? Dans un coin, vraiment pas sain, tu vois? Tu as des gens un peu chelous qui marchent devant. Bon, tu irais pas t'aventurer dans cette rue. Sauf si tu as plein de gens qui viennent te voir et te disent: «À la fin de cette rue, il y a le meilleur restaurant thaï que tu boufferas de ta life». Genre vraiment. Bah, peut-être un jour, peut-être, quand tu as assez de personnes qui viennent te voir, tu peux te dire: «Tu sais quoi? Déjà, je vais pas le faire seul». Peut-être que tu seras accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le resto, mais tu te dis: «Ça vaut le coup de tester». Mmh. Ça vaut le coup de passer ce cap, de passer ce truc inconfortable pour aller chercher cette récompense. Au passage, pour les hypnos qui vous écoutent, vous avez sans doute reconnu que, l'exemple que donne Taha, c'est une suggestion indirecte par évocation, si jamais, pour les hypnos qui nous Absolument. écoutent. Mais c'est très, très puissant. Donc ça, c'est la première technique que je trouve très forte et en fait, très important par contre, il faut surtout pas, et je pense dans l'hypnose, c'est la même chose dans cette suggestion-là, imposer, quoi que ce soit dans votre posture. Si la personne sent que vous lui racontez cette anecdote dans un objectif précis, ça sera moins efficace que si c'est uniquement, je partage cette anecdote-là. Mmh. Et la D'ailleurs, c'est pour ça deuxième, que tu as commencé par dire que c'était pas possible, en fait, de forcer une personne, qui n'aurait pas envie d'être, aidée, de passer en growth mindset. C'est pas possible de la forcer à le faire, comme tu disais. exactement, et plus vous forcez, moins plus elle va résister, hein. Mmh. Voyez l'épisode sur la liberté d'agir. Et la deuxième chose que vous pouvez faire par contre, c'est conditionner un apprentissage différent. La société aujourd'hui nous conditionne beaucoup à valoriser chez l'autre le succès. Tu as eu une bonne note, super, prends-toi une récompense. Tu as eu 20 sur 20, trop bien. Tu as obtenu ton diplôme, trop cool. Tu as réussi cet exercice, excellent. Tu as réussi le marathon, trop bien. Et donc on valorise les gens sur la réussite. Ce que Carol Dweck fait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle entraîne les jeunes à passer en growth mindset, c'est qu'en fait, elle va valoriser l'évolution personnelle et non le succès objectif. C'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, par exemple, qui vous dit: «Trop cool, j'ai eu 19 sur 20 à mon examen», et ben, plutôt que lui dire: «Trop bien, je suis trop content pour toi», lui dire: «Tu as eu combien au dernier examen?» Et s'il y a pas de gap d'évolution, lui faire: «Bah, OK». Et lui pas lui donner la valorisation. Et ça, c'est assez dingue, hein. À l'inverse, si la personne vient et vous dit: «Putain, je suis trop deg, j'ai eu 10», et ben, pareil, vous lui demandez: «Tu as eu combien à l'examen d'avant?» Et il dit: «Ah 5, c'était de la merde». Et ben, vous allez réagir comment, Alexis? Let's go! Fois 2. Exactement. C'est très étrange pour quelqu'un en fixed mindset de prendre ça. D'ailleurs, même vous Mmh, qui nous écoutez, vous devriez sentir que c'est bizarre de faire ça. Parce mmh. qu'encore une fois, la société a beaucoup, beaucoup valorisé le succès. Vous voyez, on parle des success stories des gens parce qu'on a envie d'atteindre ce truc-là. Mais très souvent, on considère autant quelqu'un, genre, qui a construit sa boîte de rien du tout, que quelqu'un qui vient d'une famille millionnaire et qui a lancé un truc sans trop prendre de risques. Bah, je pense pas que ça devrait être valorisé de la même manière.
Je pense que, surtout si on veut faire passer le en growth mindset, il faudrait valoriser une histoire beaucoup plus que l'autre. Et donc, quand la personne vous parle, vous pouvez juste vous dire: «Tiens, est-ce que la personne a évolué par rapport à elle-même ou est-ce qu'elle est restée dans un succès sur lequel elle est à l'aise?» Et petit à petit, ce que ça va faire, c'est que ça va conditionner la personne à vouloir prendre du stroke positif, donc un retour positif extérieur, quand elle se dépasse. Et donc peut-être que, certes, elle avait que des 20, mais la prochaine fois, elle va vous dire: «Attention, j'ai commencé par les questions les plus difficiles cette fois-ci». Ah, intéressant. Ou alors: «Attention, je me suis forcé à, sortir de l'examen 30 minutes moins». Là, je donne un cadre académique, mais ça peut s'appliquer dans plein d'autres cadres. Ça peut être, tu vois, «Ah, je fais mon taf, c'est trop cool, j'obtiens mes sous, c'est nickel». Ouais, mais là, j'ai osé donner plus de retours, et plus de stratégies d'amélioration, à mon supérieur. Ouais, certes, bon, j'obtiens toujours mes résultats et j'ai 90 de return comme je suis commercial. Oui, mais là, cette fois-ci, je me suis forcé à, non seulement avoir 90 de return, mais en plus former quelqu'un de nouveau. Enfin, du coup, c'est l'évolution de la personne qui devient valorisée. Et petit à petit, si la personne veut, encore une fois, si ça lui ouvre cette curiosité-là et si elle ose y aller, bah, ça sera plus simple pour elle d'aller en growth mindset. Super, Voilà la réponse pour merci moi. Ta. Très Important bien. juste aussi à dire un truc, c'est que moi qui valorise énormément le growth mindset, ce n'est pas pour autant c'est pas parce que la personne est fixed mindset qu'elle va pas réussir sa vie aussi. Ça revient sur le truc du début. Je donne un exemple hyper connu, John McEnroe. John McEnroe, il a un immense succès, au tennis. C'est un des plus gros tennisman mondiaux avec le nombre de réussites qu'il a. Il est en fixed mindset de fou. En interview, il dit qu'il regarde jamais ses vidéos. Il a une citation extrêmement forte, il dit, que: «Ma plus grosse force, c'est que je n'ai aucune faiblesse» et il Point dit, faible, trop fort. point faible, trop fort, c'est ça et il dit: «Je ne me regarde jamais jouer parce que j'ai rien à apprendre et parce que si je vois un truc qui, me gêne, et ben, ça pourrait me pourrir la vie et sachant que je sais qu'il y a rien parce que je peux pas m'améliorer». Bon, fixed mindset, c'est pas pour autant qu'il a pas réussi sa vie. Voilà, en gros, juste Mmh. pour dire Ouais, ça. ouais. Lui, s'il était persuadé qu'il peut voler, il aurait sauté d'un immeuble depuis longtemps, je pense. Espérons qu'il y a un truc inconscient qui le protège. Alors, Ta, il y a à une toi. autre, à moi? D'accord, d'accord, d'accord. Bah J'allais te oui, poser une question, mais vas-y, vas-y. hem, pouvez-vous peux-tu, Alexis, dans ta vie personnelle, faire abstraction de ta vie professionnelle? Non. Non, je rigole. Des Réponse réponses courte très courtes, pour Alexis. heu, j'imagine quand la personne pose cette question, elle sous-entend, enfin peut-être que je me trompe, mais j'imagine que cette personne sous-entend que ce serait, un problème de pas réussir à le faire. OK? Mais en fait, on peut Peut-être, ouais. comprendre la question de plein de manières. Pour certaines personnes qui sont, complètement à fond dans leur travail, qui, s'identifient, identitairement, par, le prisme de leur travail et cetera. J'imagine que, ça doit pas forcément être un problème d'y penser tout le temps. Peut-être que ça peut être un problème pour l'entourage qui est pas forcément dans cet état d'esprit, là, mais voilà, j'imagine que c'est pas forcément un problème pour tout le monde. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont besoin d'avoir une, séparation, vraiment, claire entre, ce qu'ils appellent, vie personnelle et ce qu'ils appellent, vie professionnelle, je pense effectivement que c'est important d'avoir, des outils pour s'aider à le faire. Et donc du coup, je vais faire une réponse, un petit peu, plus courte que ce que tu as fait, toi, ta comme ça fera pas un épisode, trop long, parce qu'on est déjà à 45 minutes et on parlait de structure tout à l'heure et moi mon rôle c'est aussi de faire en sorte que ça dure, jamais 2 heures, et cetera donc voilà. Hem et donc voilà, j'avais envie de donner plusieurs, façons, de s'aider à faire, la différence. C'est la première, c'est, peut-être d'utiliser des techniques, d'état modifié de conscience. Évidemment, moi, c'est la marmite dans laquelle je suis tombé, quand j'étais petit, donc forcément, je vous parle, de ça, c'est la première chose qui me vient. Donc, oui, très important, par exemple, ça pourrait être avoir une pratique de pleine conscience, ça pourrait être, avoir une pratique de méditation, avoir une pratique d'auto-hypnose. Mais même plus généralement, ça peut être d'avoir une, pratique
qui n'est pas donc de l'ordre du travail et de ce que la personne appelle, vie professionnelle, qui nous permettent de nous mettre dans, de nous rapprocher en tout cas ou de nous mettre carrément dans des états de flow. Donc, par exemple, ça peut être avoir une pratique sportive et de pouvoir, oublier le reste. Oublier même qu'on est en train de faire la pratique sportive et juste, f entre guillemets «faire qu'un» avec l'expérience. Donc, ça peut être, moi, par exemple, je me suis mis au padel, il y a quelques mois et quand je fais du padel, bah, je pense à rien d'autre que, jouer, renvoyer la balle, me faire plaisir, d'être dans l'expérience de faire du padel et donc j'arrête même de penser au fait que je suis en train de faire du padel. Juste, je suis concentré sur le point et en fait, il y a même plus de dialogue interne tellement je suis, à l'intérieur de l'expérience et donc ça, je pense que ça peut être, je pense que les personnes qui manquent de moments où elles sont dans des états de flow comme ça dans leur vie, je pense que c'est des personnes qui, finissent par, un petit peu, si je vais prendre une métaphore, manquer d'épices dans leur, vie et vont, peut-être commencer à se dire que, leur vie elle est un petit peu monotone, un petit peu ennuyante, un petit peu, routinière et donc ça peut être, parfois un petit peu embêtant, pour certaines personnes. Donc, voilà, avoir, une pratique, qui va nous mettre dans des états de flow, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, parfois c'est juste avoir une discussion avec un ami et on oublie qu'on est, en train d'avoir la discussion, hein. Juste on oublie le moment, on voit plus le temps qui passe et on est en train de profiter du fait d'avoir, cette discussion sans même se rendre compte qu'on est en train d'en profiter. C'est ça un peu, hein, l'état de flow, Ouais, c'est absolument. même pas se dire, «Ah, je suis en train de kiffer le moment». C'est, en fait, on est en train de le faire. Donc, on n'a plus le Exactement. le dialogue interne qui nous dit Tu qu'on est en train de le conscientises le faire. début pour te mettre dans l'état de Ouais, flow, mais quand tu es dedans, tu le conscientises plus. voilà. Voilà et puis, on peut se dire après: «Ah j'y étais», Ouais. mais quand on est dedans, c'est plus difficile de se dire qu'on Avant, est tu te dedans. dis: «Je me prépare», genre Ouais. consciemment, je mets en place les trucs pour y aller. Tu es dedans, tu t'oublies et après à la fin, tu fais: «Ah ouais, j'y étais, c'était cool». Et donc voilà, en tout cas, on a un épisode, qu'on a fait sur l'état de flow, spécifiquement et vous allez voir qu'il y a des implications qui sont au-delà de la séparation vie pro, vie perso, des implications en termes de bonheur, subjectif, perçu et cetera. Donc voilà, je vous recommande, chaudement, cet épisode, pour compléter, la réponse que je viens de vous donner. Voilà. Trop bien. Donc ça, c'était pour, cette question sur la séparation vie pro, vie perso. Il y a une question qui nous a été posée pour toi, Taha. C'est, sur comment expliquer les signes qui viennent se manifester dans nos vies, quand on sait les voir. Donc peut-être en rapport aussi avec l'interprétation de ces signes. Mmh. Heu, voilà. Comment tu fais ça toi, Taha? Bah, alors je trouve cette question-là très intéressante parce que ce truc-là des signes, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans le milieu ésotérique et j'aimerais partager un truc, ultra intéressant. Je vais vous en parler après parce que j'avais eu ces derniers jours un échange très fascinant avec une médium et qui était ultra intéressée par les mécaniques psychologiques, cachées éventuellement derrière ce qu'elle fait. Alors qu'elle, elle sait qu'elle est médium, qu'elle pratique depuis Mmh beaucoup, mh. beaucoup d'années et cetera et donc l'échange était ultra riche, où c'était vraiment un partage de perceptions, de points de vue, d'observations et tout, donc c'était très riche, mais je vais vous en parler par rapport à ça. Pour moi, les signes sont très forts. Il y a 2 modèles aujourd'hui que l'on voit dans la société. Il y a ceux qui se disent: «C'est l'univers qui me parle», l'univers, Dieu, le surnaturel, peu importe, hein, la vie, c'est, le monde nous montre des signes, et il faut savoir les écouter. Mais il y a également un autre modèle, qui se dit qu'en gros, notre cerveau étant prédictive, si j'anticipe de voir des trucs positifs aujourd'hui, ou je me dis: «Aujourd'hui, je vais remarquer un truc et ça va changer ma life», bah, je vais Et bah, remarquer je un vais le truc qui va voir. changer ma Mmh. life. Ça va se vérifier, oui. Et en fait, j'aimerais dire, est-ce qu'on peut réussir à expliquer, est-ce que les 2 peuvent, s'opposer? Ou est-ce qu'on peut savoir à 100 est-ce que c'est l'un ou l'autre? Je pense que c'est une question très compliquée. Tu vois? Se dire, je me rappelle, j'ai vu un échange et ça parle un peu de ça. Il y avait un échange entre, sur le média Le Crayon, entre un prêtre et un athée, zététicien. Et où en fait, l'échange était assez intéressant et où, l'athée disait au prêtre: «Oui, mais tu vas pas me dire que, là, aujourd'hui, quand tu vois, je sais pas, un arc-en-ciel, tu te dis encore que c'est un signe divin?»
Et le prêtre lui répond, «Toi comme moi, moi comme toi, je sais que, le l'arc-en-ciel, c'est, la diffraction, de la lumière à travers les gouttelettes d'eau qui restent après la pluie. Je sais que, l'eau la lumière, blanche qui vient, comme il y a des fréquences différentes, pouf, se réfracte, à des angles différents et donc ça sépare la lumière dans différentes couleurs. Je sais comment le phénomène fonctionne scientifiquement. Mine de rien, quand je me balade dans la rue et que je vois un arc-en-ciel, certes par diffraction et cetera, je peux pas m'empêcher de croire que c'est un signe divin» et je trouve ça très beau, en fait. Je Mmh. trouve ce truc-là de est-ce que vraiment il faut savoir d'où ça vient? Et moi dans ma vie, il y a des moments où, je je vois des choses, où je vis des événements, où il y a plein d'éléments, des rencontres, des choses que je me dis et cetera. Je me dis: «En fait, il y a un signe derrière». Est-ce que c'est réellement un signe divin, genre Dieu qui vient me donner une info? Est-ce que c'est juste comme c'est une info inconsciemment qui était très forte, très prenante, et ben, par attention sélective, mon cerveau vient sélectionner que les choses qui viennent le renforcer et met à la poubelle toutes les choses qui sont mauvaises? Ben, en fait, est-ce que vraiment il faut savoir la réponse? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt d'avis Mmh. à se dire: «Le plus important, c'est de les observer». Et ce qu'on remarque en revanche, c'est que dans tout ce qui va être science, tu vois, comment ça s'appelle tu vois, le modèle, tu sais, de quand on pense à quelque chose de positif, ça nous arrive? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui, sur l'autosuggestion positive, constante, c'est ça? Oui, c'est ça, mais je me rappelle plus, c'est un nom Heu, précis du gars qui l'a développé. c'est, mince, comment il s'appelle ce monsieur? Heu, Vous comprenez, je pense, hem, de quoi on parle. Ce truc-là de voyez la vie plus belle, regardez, les trucs positivement, effectivement, vous attirerez les choses, que vous voyez. Ce truc-là, il existe dans 2 domaines. Dans, la psychologie, du bonheur et dans les recherches en psychologie là-dessus, c'est en fait, vous attirez, les choses que vous vous dites par projection, par anticipation et que si vous n'anticipez rien, naturellement le négatif prime. Parce qu'on a une sensibilité au négatif plus forte au positif et donc pour contrebalancer ça, bah, le matin, si vous vous dites: «Aujourd'hui, ça va être une belle journée et voici pourquoi. Aujourd'hui, je vais voir un truc qui va changer ma vie. Aujourd'hui, je», bah, vous verrez ces signaux-là. Mais ça, dans le milieu ésotérique, ça, ils appellent ça, attirer des énergies similaires. Quand vous vous mettez dans une énergie, l'univers résonne avec des énergies différentes et votre énergie va attirer des énergies différentes. En fait, le point commun, c'est le processus pour l'atteindre et le processus pour y aller. Et justement, je parlais justement de cet échange avec le médium et la médium et je lui parlais justement de ce truc-là, des signaux, du biais d'attention, du biais de confirmation, de l'attention sélective et cetera. Elle me disait: «C'est très drôle» parce qu'elle, quand elle accompagne des gens à se connecter à leur intuition, il y a des gens qui viennent la voir et lui disent: «Ah, j'ai vu ci et ça, la méthode Coué. la méthode Coué, bravo Alexis, voilà, méthode Coué». La méthode Coué qui dit, quand vous pensez à quelque chose de positif, bah, ce positif vous arrivera. Qui est une attiration, de biais cognitifs. Mais du coup, elle, ce qu'elle me disait, c'était que, quand elle forme des groupes, par exemple, elle se connectait à une forme de médiumnité, à une connexion au monde, bah, il y a parfois des gens qui viennent la voir et disent: «Ah, j'ai vu ça hier, est-ce que c'est un signe?» Et elle lui répond: «Si tu ne lui as pas trouvé d'interprétation, c'est que ce n'est pas un signe. Frérot, c'est que toi, tu sais si c'est un signe ou pas» et je trouve ça très Mmh drôle mh. parce qu'en Oui. fait, c'est très similaire de ce qu'on voit dans la recherche sur la psychologie positive. Mmh. Ce truc-là de, en fait, le signe, il doit venir de soi. Ouais. Ce truc-là, il m'autogénère et il me donne du sens uniquement si j'ai envie de lui prêter du sens et si Mmh. ça me fait du bien ce Mmh. sens-là, bah, autant le suivre. En fait, la meilleure réponse, à une personne qui vous dit: «Est-ce que c'est un signe?» c'est, la meilleure réponse que vous puissiez donner à cette personne, c'est: «C'en est un?» Oui, exactement, c'est ça. C'est est-ce que c'en est un pour toi? Et pour le coup, moi, ce genre de pratique, je peux que le conseiller. Je Mmh ne peux mh. pas dire, heu, que je peux pas expliquer. Sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas d'explication de d'où viennent ces signaux-là. Est-ce que c'est une explication? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est les 2 à la fois? Est-ce que c'est aucune? J'en sais rien. Mais je sais à quel point c'est important. Moi, par exemple, dans ma pratique, je sais que je peux parler que de l'islam parce que c'est la religion dans laquelle je suis, mais je suis sûr qu'il y a d'autres pratiques similaires. Il y a un truc qui existe qui s'appelle, le istikhara qui est en gros, quand vous êtes dans un espèce de doute profond sur un choix à faire. Vous avez plein de choix, mais vous êtes vraiment dans un doute ultra fort et que vous avez fait une approche analytique et que vous n'arrivez pas, bah, vous pouvez faire une prière qui s'appelle la prière Istikhara où juste avant la prière, vous vous mettez une intention ultra forte de
à la fin de cette prière, je veux une réponse. Mmh mh. Et en fait, vous faites cette prière, mais avec une intention ultra sincère. Et je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment quand je la fais, il y a des fois où j'obtiens rien, où en fait à la fin, bon bah, ça m'aide un peu à naviguer inconsciemment, j'ai des moments eureka qui se mettent en place. Mais il y a des fois pour des choix ultra importants dans ma vie, où je les fais et à la fin de la prière, j'ai une réponse qui me vient de l'intérieur, avec une sensation de sérénité, mais comme j'ai jamais vu de ma vie. Genre il y a un truc ultra profond de genre: «Frérot vas-y, même si tu comprends pas aujourd'hui, t'inquiète ça va le faire». Et c'est les choix qui ont été les plus aidés. Alors, encore une fois, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est mon inconscient qui, comme je lui ai donné une intention forte, ça marche? La seule chose c'est, je sais que quand je le fais avec l'intention d'obtenir une réponse, ça marche beaucoup plus que si je me dis: «C'est qu'un biais cognitif» et c'est parce que je me connecte à quelque chose de plus fort. Donc moi, je dirais, ils se manifestent quand vous essayez de les voir et si vous arrivez à les voir, ben, je pense que votre vie, sera plus, enjouée. Donc, faites-le. Ceci est la fin de la première partie de ce 100e épisode de l'Art du Mentaliste. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite des questions. Notamment, vous découvrirez la réalité derrière les messages subliminaux et comment faire confiance à votre intuition. Vous découvrirez aussi une surprise, une annonce que j'ai à vous faire, que j'ai hâte que vous découvriez. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.